Bonjour à tous ou bonsoir, c'est Donde Vamos pour mon 5e podcast qui va être consacré aujourd'hui à la question du traitement judiciaire des abus sexuels sur les mineurs. Et à cette occasion, on va parler de l'affaire, ce qui est devenu en tout cas l'affaire Priscilla Majani, cette maman qui a été condamnée le 4 janvier à 2 ans et 9 mois de prison ferme pour soustraction et non-représentation d'enfants et à 30 000 € de dommages et intérêts à verser à la partie civile, donc le père, qui avait demandé 125 000 €. Alors, comme je sais que certains écoutent l'émission avec leurs enfants, je préviens que cette fois-ci, elle n'est pas du tout prévue pour les oreilles innocentes. Pour rappel, en 2011, la fille de Priscilla, Camille, 5 ans, évoque des actes incestueux commis par son père et des maltraitances. Cette maman a suivi le chemin normal du processus, c'est-à-dire qu'elle est allée déposer plainte, mais les choses ont tourné d'une drôle de manière, c'est-à-dire que très rapidement, elle a vu que c'était elle qui était accusée de mentir, de manipuler son enfant, que sa fille n'était pas prise au sérieux. C'est elle qui s'est retrouvée en garde à vue et l'enquête préliminaire aurait duré 3 jours avant qu'on lui explique que son enquête aurait été classée sans suite. C'est là qu'elle a pris peur et qu'elle a décidé de partir avec sa fille. On l'a retrouvée en février 2022 lors d'un contrôle routier en Suisse et depuis elle est incarcérée. Le procès en première instance a eu lieu en septembre 2023. Là, elle a été condamnée à 5 ans de prison. Elle a fait appel, le procès en appel a eu lieu en novembre et nous venons d'avoir la condamnation, donc 2 ans et 9 mois de prison ferme. Elle a été cependant acquittée pour les faits de dénonciation calomnieuse et mensongère, ce qui veut dire que d'après la justice, elle n'a pas menti, en tout cas elle n'était pas de mauvaise foi au moment où elle a porté plainte. Or, cette mauvaise foi, bizarrement, c'est quand même l'argument clé de la défense. Il faut aussi savoir que en novembre, juste avant le procès de sa mère en appel, Camille, qui a donc 17 ans, a déposé une plainte pour maltraitance physique, psychologique et sexuelle contre Alain C., son père, et que lors du procès en appel, les avocates de Priscilla Majani ont fait mention d'une nouvelle victime qui décrit des agressions sexuelles commises par le même Alain C., à l'époque, alors qu'elle avait 13-14 ans, il me semble. Sans parler du portrait qui a été fait par sa première compagne lors de ce procès en appel et par sa fille, à savoir celui d'un père continuellement graveleux et maltraitant psychologiquement, franchement négligent. C'était en fait le portrait d'un tyran domestique complètement pervers. On va aborder cette affaire à travers les arguments donnés par la défense, qui sont des arguments qu'on retrouve dans tous les dossiers de ce type-là, et à travers différents points clés. Et on va donner la parole à une maman, Gladys, qui va nous expliquer pourquoi des mamans peuvent en venir à choisir de partir avec leur enfant de 3, 4, 5, 6 ans sous le bras pour fuir la justice en réalité. Et on va entendre aussi Laurence, qui était présente en 2011 quand Camille, la fille de Priscilla, a fait ses révélations. Alors on va voir maintenant 2 ou 3 points clés qui surviennent quand on s'interroge sur la manière dont a été géré ce dossier-là et d'ailleurs les autres dossiers similaires. Et on va revenir aussi sur quelques-uns des arguments de la défense qui sont des arguments, comme on l'a dit, classiques. Le premier étant de dire que la maman a mis dans la tête de sa fille d'affreux viols commis par un homme si parfait, uniquement dans le but de justifier un enlèvement qu'elle avait manifestement prémédité dans le dos de tout le monde. Par exemple, si on entend Alain C., il expliquait dans les médias pas plus tard que cette semaine que, je cite, « les accusations de viol, c'était pour justifier l'enlèvement ». Son avocat tenait ses propos sur BFM. Je dois vous dire que M. Chauvet n'en veut même pas à sa fille, parce qu'elle a bien compris qu'aujourd'hui, Camille est devenue l'arme de défense de sa mère. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas trahir sa mère. Si elle trahit sa mère est lourdement condamnée. Et donc, comme elle ne peut pas trahir sa mère, elle a un véritable conflit de loyauté, que les choses soient claires. Et donc, elle prend fait et cause pour cette mère avec qui elle est restée et contre ce père qu'elle n'a pas vu depuis 11 ans. Alors cet argument comme quoi Priscilla ou la maman insuffle des idées d'accusation de viol dans la tête de son enfant uniquement pour l'avoir de manière exclusive, c'est un lieu commun
Mais il se trouve que c'est quand même la pierre angulaire de l'argumentation de tous ces gens-là, puisque comme il est très difficile de prouver des viols, surtout quand l'enfant parle des mois après les faits, quand les examens sont menés des mois après les faits et que, en plus de ça, les professionnels sont formés pour considérer que les enfants sont des menteurs, dans ce cas-là, la parole de l'accusé a son poids. Quand un accusé dit « mais cette femme est folle, elle instrumentalise son enfant pour me nuire parce qu'elle ne m'aime pas et moi je suis une pauvre victime », figurez-vous que ce discours porte énormément dans les tribunaux. Alors maintenant, on va entendre les paroles de Laurence, qui est une amie de Priscilla et qui était présente en 2011 quand Camille a fait ses révélations. C'est une interview qui a été réalisée samedi 7 janvier, dont je passe les principaux extraits. Un de ses arguments forts, c'est de dire que la maman a mis des viols dans la tête de sa fille pour justifier l'enlèvement. Toi, Laurence, tu étais là il y a 11 ans quand... 12 ans. 12 ans. Quand Camille a fait des révélations, hein, oui. Est-ce que tu as eu l'impression que c'était jouer la comédie? Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu as ressenti les choses à l'époque? Mais c'était juste effroyable. Cette petite fille qui racontait dans le détail ce qu'elle avait vécu, c'est quelque chose d'inimaginable. Elle ne pouvait pas l'avoir inventé. C'était juste impossible. Comment ça s'est passé ? Alors, il y a 2 périodes, on va dire. La première, c'est avant les révélations, où il y avait donc une rencontre régulière avec la maman, la grand-mère, avec Camille, et puis des amis en commun. On partageait un repas, on allait se promener, etc. Donc, on était très, très, très souvent ensemble, et ça a duré pendant des mois et des années comme ça. Et régulièrement, Priscilla s'absentait pour aller récupérer Camille. Et quand Camille revenait, on voyait qu'elle était fortement perturbée. Alors, comme on ne soupçonne pas le mal, on se disait que la situation devait être difficile pour elle. Soit la petite hurlait, tempestait, enfin on aurait dit vraiment un énorme caprice, vraiment c'était la colère, c'était la rage, ou soit elle se recroquevillait dans un coin, elle était muette, elle ne voulait plus parler, elle ne voulait pas dire bonjour, et nous bêtement, parce qu'on n'était pas du tout éveillés à ces choses, on se disait, purée, cette gamine, mais elle est mal élevée. Alors qu'en fait non, c'était une gamine en souffrance. Maintenant je le sais, j'en suis vraiment désolée, mais c'était tellement... spectaculaire, son comportement, qu'on mettait ça sur une enfant excessivement capricieuse qui voulait en faire baver à sa maman. Mais elle n'était pas comme ça au début quand vous la connaissiez? Quand elle était en période avec sa maman, c'était une petite très joviale. C'était une petite qui jouait, qui parlait, qui était très câline avec sa maman, c'était une petite fille éveillée, mais c'est quand elle revenait de chez son papa qu'elle avait ce comportement, quand sa maman la récupérait le dimanche soir, et elle avait donc un comportement complètement différent de celui qu'elle avait quand elle avait passé la semaine avec sa maman. D'accord. Donc c'était entre des crises de nerfs, comme tu disais, et puis un comportement apathique. Exactement. C'était ou l'un ou l'autre. D'accord. Et donc là, vous vous doutiez encore de rien rien du tout. Mais absolument rien. Je veux dire, on était vraiment... nous, on était branchés sur... C'est la petite capricieuse. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis capricieuse, mais on sentait que c'était quelque chose qu'elle voulait exprimer. Et c'était difficile pour elle. Vous ne voyez pas de rapport avec une cause directe, en fait. Absolument pas. Vous pensiez à des caprices, je vois, ouais. Absolument pas. Mais puis, on est tellement loin d'imaginer qu'une enfant de cet âge peut vivre des choses pareilles. On élude, on essaie de justifier autrement. Même si ça nous vient à l'idée, on se dit non, ça c'est pas possible, c'est pas possible que ce soit ça, non. Et on cherche à justifier l'injustifiable, parce qu'on a besoin aussi de se rassurer soi-même. C'est horrible, quoi, je veux dire, une telle situation. Donc, on a besoin de se rassurer et on trouve à justifier tous les comportements. Ce sont des pièces de puzzle qui nous sautent au visage
Et c'est une fois que la petite a parlé que toutes ces pièces de puzzle se sont reformées. Est-ce que tu te rappelles dans quelles circonstances Camille en est venue à parler? Qu'est-ce qui s'était passé pour que elle commence à raconter ce qu'elle avait vécu? Eh bien, elle est restée donc dans cette période de vacances de Noël. Ça faisait plusieurs jours qu'elle était avec sa maman et qu'elle se sentait en sécurité. Et puis, ça a été soudain. Soudainement, elle a commencé à parler des agressions. Elle parlait juste des agressions. Hein. Papa veut que je touche son zizi. Elle avait dit à une amie que son papa lui avait fait pipi dessus. Elle a dit à sa grand-mère que son papa voulait qu'elle fasse des bisous à son zizi. Et là, ça a été donc le premier choc. Et après, elle ne s'est plus tue. Je veux dire, après, elle a eu un débit de parole. Elle a raconté. Donc après, elle a raconté les viols. Et pour vous, elle sortait pas un discours plaqué sorti de chez sa mère. Enfin, c'était pas... Alors, je sais que Priscilla a beaucoup d'imagination, mais c'est absolument impossible que quelqu'un ait pu mettre ça dans la tête de la petite. Elle avait 5 ans, il faut rappeler quand même. Oui, eh bien, à 5 ans, j'ai été assistante maternelle, j'ai gardé 80 gamins quand même. J'ai été animatrice de colonie, j'ai été chef scout. Des enfants, j'en ai vu, et pas seulement un ou deux, j'en ai vu des dizaines et des dizaines de cet âge-là. Je peux te dire qu'il n'y en a aucun à qui tu peux faire répéter ça. Quand elle dit, par exemple, que son papa mettait son zizi dans sa bouche et qu'elle ne pouvait plus respirer, eh bien, elle ne pouvait plus respirer, en fait. Elle t'expliquait ça en étant empêchée de respirer. D'accord. Donc, elle revivait les moments, quoi. Ouais, d'accord. Oui. Quand elle disait que ça faisait mal, mais elle avait mal, quoi. Je veux dire, elle te disait, ça fait très, 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 très mal. Mais oui, on voyait bien qu'elle le revivait. D'accord. Et on comprend là pourquoi tu suis encore ce qui se passe dans cette affaire, quoi. C'est quelque chose qui te traumatise encore, ce qu'elle a dit à l'époque. Je crois que tant que justice ne sera pas faite, je resterai traumatisée. Je ne serai soulagée que lorsqu'il sera fait justice et droit à Camille. C'est clair. Je veux dire, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis, il y a tellement de détails. Il la maintenait dans un climat de terreur et il lui montrait régulièrement un film d'horreur où elle voyait une jeune femme blonde avec les mêmes coiffures que sa maman, c'est-à-dire un carré blond, de dos. Elle ne voyait pas le visage de la dame, mais elle la voyait de dos. Et cette dame, elle courait. Et d'un coup, schlac, décapitée. Et son père lui disait, si tu parles, il arrivera pareil à ta maman. Et elle disait qu'elle avait peur de son papa. Voilà. Donc, effectivement... Au début, vous pensiez que la justice allait se dérouler normalement? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que ce que disait la petite était tellement effroyable qu'il était tout à fait logique de penser qu'en allant porter plainte, une enquête allait être ouverte. Cette enquête allait démontrer l'horreur que vivait Camille. Son agresseur allait être mis en prison et la petite allait être protégée. Et ça paraissait la route à prendre. Puis bon, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Oui, parce qu'après, il y a eu d'autres choses que Camille a dit et qu'on ne peut pas évoquer, qui n'ont pas été abordées dans le dossier, mais c'est vrai que ça déborde le simple cadre de l'inceste familial, quoi. Hein, oui, complètement, oui. Oui. Et qu'est-ce que tu penses, toi, qui as suivi le dossier, de la manière dont a été traitée Priscilla et puis de l'ampleur de la peine qu'elle a récoltée à l'issue de l'appel, c'est-à-dire 2 ans et 9 mois ferme, sans aménagement de peine, hein, il me semble. Mais je pense que c'est juste scandaleux, je veux dire, parce que Monsieur Fortin, qui a enlevé ses gamins juste parce qu'il n'aimait pas le système capitaliste dans lequel ils évoluaient, donc il n'y avait aucun reproche fait à la mère, hein, seulement qu'elle vivait dans la matrice ou dans le système. Il appelle ça comme il veut, le Monsieur Fortin. Il prend ces 2 gamins, il leur fait vivre une vie sauvage, mais complètement sauvage. Ils ont mangé des champignons et des racines, ils ont cultivé je ne sais quoi. Ils voulaient leur offrir une vie différente alors qu'il n'avait rien à reprocher à leur maman. Il a pris combien, ce monsieur? Quelques mois de sursis. Et Priscilla, qui a
qui n'avait pas d'autre choix que de partir pour protéger sa fille et qui, au résultat, a une petite qui est hyper épanouie, qui a 1 an d'avance sur ses études, qui a joué 2 instruments de musique, qui a eu droit à une réparation dentaire, qui a des amis, qui s'est éclatée, qui a même fait une page Instagram où elle a mis ses chefs-d'œuvre. Et cette maman-là, elle est condamnée à 33 mois de prison. On est chez les dingues, là. On est vraiment chez les dingues. Si au moins ils avaient donné, pareil que M. Fortin, on pourrait dire égalité des sexes, égalité des machins. Mais même pas. Mais c'est quoi le but ? L'objectif, manifestement, là, comme l'a dit d'ailleurs l'avocate de Priscilla, c'était de faire un exemple et de dissuader d'autres mamans de faire pareil, de, entre guillemets, se faire justice elles-mêmes, ce qui déplaît totalement au système. J'ai aussi parlé à Gladys, qui est une maman en procédure aujourd'hui, qui a décidé de quitter la France avec sa fille de 3 ans pour la protéger. Elle s'est retrouvée dans la même situation que Priscilla, c'est-à-dire que la justice manifestement n'entendait pas sa fille. Gladys a fait 6 mois de prison en préventive et là elle est toujours en procédure. Elle a fait opposition au jugement. Elle attend la réponse. Je l'ai interrogée sur sa vision de l'affaire Priscilla Majani et du traitement judiciaire qui lui a été réservé. Et je l'ai interrogée sur cet argument des mamans manipulatrices. Oui, en effet, c'est vrai qu'Olivier Ferry dit comme la partie adverse dans mon dossier que la maman en fait veut couper les ponts avec le père. Donc on parle du syndrome d'aliénation parentale, du fameux SAP. Mais sincèrement, est-ce que ce serait une raison suffisante qui motiverait une maman? Parce que suite à ça, il faut savoir quand même qu'on quitte totalement notre carrière professionnelle. On coupe les ponts aussi avec nos amis et notre famille. La vie d'avant et la vie d'après, ça n'a rien à voir et il n'y a aucune raison valable si ce n'est que notre enfant est en danger et qu'on n'a pas d'autre moyen. Parce qu'en plus de ça, pour pouvoir protéger cet enfant, ça nous ruine financièrement en honoraires d'avocat. Donc, je conteste tout à fait cet argument de la partie adverse dans tous les dossiers. Ce n'est pas simplement pour couper les ponts avec le papa. Les conséquences sont trop lourdes. Bien que particulièrement surréaliste, cet argument de la mère manipulatrice est utilisé au quotidien dans les prétoires français. Et il est manifestement pris très au sérieux par la plupart des intervenants dans ces dossiers. La procédure de Priscilla n'en est qu'un exemple révélateur. On va y revenir un petit peu plus en détail parce qu'un des arguments aussi phares de la partie civile, c'est de dire que l'enquête n'a jamais rien démontré et que donc il n'y a rien à dire. Alors on va voir ce que vaut cet argument. On sait en tout cas que les enquêtes sont faites très rapidement. Dans le cas de Priscilla, donc, alors même si on n'a toujours pas le classement sans suite, on ne sait même pas s'il y en a eu un, a priori on lui a expliqué que l'enquête préliminaire, donc celle de la police, était close 3 jours après qu'elle ait été ouverte. On comprend Priscilla de s'être dit que les choses ne tournaient pas rond et que probablement que sa fille n'allait pas être écoutée. Et quand on a des expertises psychiatriques, psychologiques, médicales, elles sont superficielles. Parfois, on a même des experts psychiatres ou psychologues militants de théories pédophiles, comme, et on va le citer, Paul Bensoussan, qui est quand même le promoteur en France et en Suisse, d'ailleurs, du syndrome d'aliénation parentale qui a été inventé par le défenseur des pédocriminels Richard Gardner, pédocriminel lui-même. Des gens qui défendent des théories comme les faux souvenirs qu'on a entendu à Outreau pour acquitter Daniel Legrand pas plus tard qu'en 2014. Alors ça, c'est une théorie qui a été inventée par Ralph Unterweger, qui est un autre pédocriminel revendiqué. Et les deux faisaient le tour, comme Bensoussan d'ailleurs, le tour des tribunaux, payés par les avocats des accusés d'inceste et de faits pédocriminels, pour expliquer que les enfants étaient des menteurs. Et c'est comme ça que ces gens gagnaient leur vie. Voilà, ces théories-là aujourd'hui ont toujours cours dans les tribunaux, même si le SAP, le syndrome d'aliénation parentale, ne peut pas être utilisé tel quel. Bon, on a aussi la question de l'audition des enfants qui a été formalisée par un type qui s'appelle Hubert von Giesseghem et qui, quand on écoute ces théories, se rapproche énormément des points de vue de Unterweger ou de Gardner.
On a des problèmes aussi avec les conditions dans lesquelles se déroulent en général toutes les auditions de mineurs, même si elles sont pas formalisées dans le genre Mélanie. Bref, il est temps de regarder de plus près comment se passent ces procédures, et donc on va entendre Gladys. Du moment qu'on parle d'inceste, ça s'aggrave. Après, quand on peut se séparer pour divorce, pour les gardes d'enfants, tout va bien. Enfin, tout va bien, on est d'accord, c'est long. Mais du moment qu'on parle d'inceste, alors là, on se fait détruire, nous les mamans. Oui, tu disais un petit peu dans une autre interview que tu avais cette impression, et moi aussi pour avoir suivi pas mal de dossiers, que l'élément déclencheur du rouleau compresseur judiciaire, c'est vraiment la dénonciation de l'inceste. Exactement, parce que comme Priscilla, on le voit depuis 2008, ou moi, quand je me suis séparée 2 ans avant, bon, voilà, les choses il y a peut-être une lenteur judiciaire et qui traîne sur beaucoup de choses, mais voilà, il n'y a pas de souci. On commence à passer pour des menteuses, à passer pour des folles du moment où on commence à dénoncer des révélations incestueuses faites par notre enfant. Oui, on vous prend au sérieux tant qu'il s'agit d'une séparation, d'une garde alternée, éventuellement même parfois pour des violences. Mais alors, dès qu'on parle de violences sexuelles sur l'enfant, là, la maman devient automatiquement folle ou manipulatrice, quoi. Il y a ça, et puis il y a le fait que dans tous les dossiers, comme pour Priscilla et pour le mien, on dit « Ah non, les révélations de l'enfant sont récitatifs et formatés ». Alors, à l'époque du hashtag MeToo, où on demande de libérer la parole, avec aussi l'expérience des professionnels de santé des violences sexuelles comme Eugénie Izard, Muriel Salmona, et puis également le fait que le juge Édouard Durand, par le biais de la Civise, constate toutes les lacunes et défaillances judiciaires. Quand on constate également que ces fausses plaintes ne représentent que 2%, comment se fait-il qu'on ne croit pas l'enfant et qu'il y ait 70% de plaintes ? 77% de classement sans suite, effectivement, ouais. Ça, c'est les chiffres de 2019 que j'avais regardés. Et alors, pour rappel, au niveau des plaintes, on est à peu près par an à 6000 plaintes pour viol sur mineurs. Et en 2020, on a eu 382 condamnés pour viol sur mineurs. Donc, on a 95% d'enfants qui n'arrivent pas à avoir leur violeur condamné pour viol et qui sont considérés donc comme des menteurs par la justice. Ouais. Alors, ça nous amène un petit peu à notre argument 2, l'argument phare aussi qu'on entend dans l'interview de BFM. Donc, c'est l'enquête a dit qu'il ne s'est rien passé. L'enquête ici, en l'occurrence pour Priscilla, on ne sait pas trop combien de temps elle a duré parce qu'on n'a jamais reçu le classement sans suite, mais elle a été ouverte le 18 janvier 2011 et elle aurait été close, d'après ce que la police a dit à Priscilla, le 21 janvier, donc 3 jours après, ce qui est quand même une enquête préliminaire particulièrement rapide. Quand on dit l'enquête n'a rien montré, donc il ne s'est rien passé, qu'est-ce que tu as à en dire, toi, de cet argument-là ? Alors déjà, il faut savoir qu'un classement sans suite, ça ne prouve pas qu'il ne s'est rien passé, mais ça prouve qu'il n'y a pas eu justement d'enquête approfondie et qu'il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir prendre une décision. Et ensuite, comme pour Priscilla, quand on parle d'enquête, d'abord on parle de l'audition Mélanie des enfants, de la prise de parole de l'enfant. Donc, je constate que les enquêteurs qui ont auditionné ma fille ou qui ont auditionné Camille n'ont rien fait pour mettre en confiance et faire parler l'enfant. C'est vrai que dans le cas de Camille, elle dit bien qu'elle avait l'impression que le policier rigolait, c'est le mot qu'elle utilise, pendant qu'elle parlait, au moment où elle était censée expliquer les pires choses qui lui faisaient peur, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en plus, Camille, l'audition a été très rapide par rapport à la plainte de Priscilla, alors que moi, à l'opposé, ça a été l'audition de ma fille s'est faite 10 mois après. Mais le jour de l'audition, ma fille me disait, mais de toute façon, ça ne sert à rien que je parle, on ne me croit pas, parce qu'il s'était passé 10 mois entre-temps, où il y a eu quand même plein d'interventions des gendarmes, où ma fille a parlé à l'école, elle a parlé à un psychologue ordonné par le JAF, et de toute façon, elle n'était pas crue. Dans l'enquête, déjà, il y a un souci initial. C'est la prise du parole de l'enfant. Alors, avec quel âge ta fille au moment où elle a dit ça ? Elle avait 4 ans.
c'est magnifique qu'elles osent parler, hein, parce qu'on demande de libérer la parole. On sait très bien qu'il peut y avoir l'amnésie traumatique, il peut y avoir la peur parce qu'on interdit, comme le disait Camille, ben, elle avait peur de parler parce que Alain Chaud lui disait que si elle parlait, il arriverait quelque chose à son enfant, et ce n'est pas la seule enfant à dire ça. Donc, il faut savoir que du moment où une maman protectrice porte plainte pour inceste, on n'est pas prise au sérieux par les gendarmes. Et lors de l'audition, personne ne veut entendre ce que dit l'enfant. Donc, il y a un gros problème d'enquête. Et ensuite, moi, comme Priscilla, il n'y a pas eu, mis à part l'audition de ma fille et l'audition du père accusé, hein, qui a nié les faits, il n'y a pas eu d'autres recherches. Hein, il n'y a pas eu de mise en garde à vue, il n'y a pas eu de recherche à domicile, du téléphone ou de l'environnement. Et pareil, par simple appel téléphonique de l'officier policière judiciaire, j'ai été prévenue d'un classement sans suite. Alors d'un côté, c'est complètement contradictoire avec ce que disent les magistrats aujourd'hui, qu'ils ont trop de dossiers à étudier, qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'en 3 semaines, les enquêteurs ont eu le temps de faire leur enquête, de transmettre le rapport au magistrat qui, soi-disant, a plein de dossiers, mais il a eu le temps d'étudier et de prendre une décision. Et c'est un sujet quand même sensible, fragile, à prendre au sérieux. Ça nous amène à l'argument 3, qui est pas mal utilisé et qu'on a eu pendant 11 ans dans le cas Alain C. Le père parfait et la méchante mère manipulatrice, qui est un classique dans ces affaires. Et on voit rarement de la demi-mesure. Et ça amène aussi intrinsèquement la question de la parole de l'enfant. Hein. Parce que à dire que la mère est une manipulatrice, jamais on prend en compte ce que dit l'enfant. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, par rapport à cette manière de traiter les dossiers et de se positionner? Alors, je te confirme qu'en effet, moi aussi, dans mon dossier, j'ai affaire à un père qui est parfait et bien sûr, moi qui ai tous les torts. Mais là, en fait, j'ai envie de leur poser la question. Pourquoi justement les magistrats ne prennent pas en compte les antécédents qui sont délictuels et criminels de ce père? Voilà. Parce que comme dans mon dossier, dans le dossier de Camille, justement, en plus on l'a vu avec le témoignage de son ex-femme et des enfants du premier mariage, et on l'a vu avec la lettre d'un nouveau témoignage qui justifie les dires de Priscilla. Comment ça se fait que les magistrats trouvent cet homme parfait alors qu'il y a plein de preuves contraires? Alors, l'argument aussi qui est donné souvent, c'est voilà, pendant les procédures, on sent que les arguments donnés par les mamans ne sont pas pris en compte. On sent que tout ce qui pourrait leur nuire, par contre, est mis en épingle. Est-ce que toi aussi, tu as eu l'impression dans ton dossier que les signalements n'étaient pas pris en compte, que les éléments qui confirmaient éventuellement les propos de ta fille étaient balayés d'un revers de main? Qu'est-ce que t'en dis, toi, de cette manière de faire de la justice? Oui, en effet, on constate que les accusations de la partie adverse, hein, du père accusé, sont totalement subjectives et ne sont pas fondées, mais nous portent préjudice. Et à contrario, nous, parents protecteurs, on se bat pour apporter le maximum de preuves puisqu'on ne nous croit pas. Moi, j'ai eu une information, par exemple, préoccupante qui a été transmise par un directeur d'école. Donc voilà, qui n'émane pas de moi, c'est quelqu'un qui révèle qu'en effet ma fille a parlé d'inceste, hein, donc voilà. J'ai eu un rapport d'un psychologue ordonné par le JAF qui révèle également que ma fille lui a dit que son père lui touchait les fesses et les minous et que c'est confirmé qu'à cet âge-là on ne peut pas inventer ce genre de choses. Et puis j'ai d'autres attestations de professionnels de santé qui eux ont fait une enquête préliminaire qui n'a pas été faite justement en France mais qui a été établie en Espagne et qui prouve que il y a bien des viols incestueux de la part du père et qu'il serait très préjudiciable que l'enfant y retourne. Et malgré toutes les preuves que la maman peut apporter pour prouver qu'il y a un réel danger et que malheureusement l'enfant a réellement été violé. En plus, parce que on parle de viol, mais il faut savoir que les magistrats minimisent. Hein, ils parlent simplement d'agression sexuelle, hein, alors que non, il y a vraiment des viols avec des pénétrations et normalement la peine est bien
Et C'est un crime. voilà, hein, on passerait en cours d'assises avec des condamnations bien de 15 à 20 ans en fonction de l'ascendant. Et ben non, tout ça est occulté, hein, c'est balayé d'un revers de main. On ne le prend pas au sérieux. Et par contre, les accusations de la partie adverse, qui ne sont sans preuve, nous tombent dessus. Je n'ai aucune confirmation que mes pièces sont transmises, que mes pièces sont toujours scellées au dossier. Je me suis posé en effet la question, parce qu'en tout cas, dans les décisions ou dans les jugements qui sont rendus, on n'en parle pas. Alors tout ça se passe bien en France en 2022. France qui se revendique un état de droit, mais alors je peux vous dire, pour avoir travaillé sur un certain nombre de ces dossiers, on ne sait pas dans quel droit on se situe. En tout cas, c'est clairement pas celui de la Convention de Genève qui est censé protéger l'enfance, et c'est probablement pas non plus celui de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que on doit avoir accès à son dossier pour pouvoir se défendre, que le débat doit être contradictoire, ce genre de choses complètement aberrantes dans les affaires familiales en France. Cependant, avec cette affaire de Priscilla Majani, il y a eu quand même une mobilisation assez importante sur les réseaux sociaux à l'initiative de comédiens, d'activistes. Cette mobilisation a quand même permis que l'opinion publique s'interroge enfin sur la manière dont sont traités les enfants victimes de violences sexuelles. La justice a peut-être sa vérité, qu'on appelle d'ailleurs la vérité judiciaire, et qu'on a de plus en plus de mal à remettre en cause, surtout les journalistes, mais il y a une autre vérité qui peut exister maintenant dans l'opinion publique. Quand aujourd'hui Alain C. déclare dans la presse « Je suis un violeur aux yeux de la justice » et considère ce verdict comme une catastrophe, c'est probablement d'abord parce que son statut de victime est en train de voler en éclats. Pendant 11 ans, lui seul a pu s'exprimer dans la presse, sur les plateaux télé, se plaignant qu'on l'ait privé de sa fille dont il voulait faire une femme. Aujourd'hui, il dit qu'elle est foutue, alors que Camille, au contraire, va très bien et elle le dit, et aucun témoin, aucune expertise n'est venu dire le contraire. Elle n'a jamais voulu revoir son père pendant 11 ans et encore maintenant, et ça, aujourd'hui, l'opinion publique l'entend. On va entendre Camille. Qu'est-ce qu'elle a à dire, elle, du choix de sa mère de fuir la France ? Mon père me disait toujours « Ne parle à personne, sinon tu vas voir ce qui va arriver à ta mère ». Ma mère et moi sommes allés voir des policiers. Je leur ai dit la même chose que ce que je disais à ma mère. Ce que je n'aimais pas chez le policier qui m'interrogeait, c'était qu'il rigolait quand je lui disais ce qu'il se passait. Il rigolait comme si je lui faisais une blague, comme si c'était drôle. Ce que je ressentais, c'est que je n'étais pas crue. Puis, ma mère a décidé de partir. À ce moment-là, je ne savais pas trop pourquoi on partait de la maison, mais je me souviens très bien avoir été énormément soulagée de partir loin de mon père. Je me suis sentie m'écarter du danger et libérée de la menace qu'il représentait pour moi. Je me suis sentie pour la première fois en sécurité. J'avais ma mère à mes côtés et c'est tout ce qui comptait pour moi. J'ai le souvenir d'avoir été épanouie à partir de ce moment-là. Depuis, je n'ai pas arrêté d'être heureuse. Nous avons rencontré beaucoup de gens formidables. J'ai pu rencontrer d'autres jeunes de mon âge avec qui je pouvais souvent m'amuser. Ma mère m'encourageait à voir mes amis et à rencontrer de nouvelles personnes. J'ai toujours été libre de prendre mes propres décisions, de sortir avec mes amis sans craindre quoi que ce soit, d'aller à l'école comme n'importe quel enfant, adolescente normale et de m'intégrer dans la vie sociale. Je n'ai jamais été oppressée ni contrainte de force à suivre ma mère. Si j'avais voulu retourner vivre chez mon père, j'aurais pu le faire depuis longtemps. Mais je n'en ai plus jamais eu envie, car mon père est une crainte pour moi. Ma mère ne me parlait du passé que si je lui posais des questions. Elle ne me parlait pas du mal de mon père. Je savais la raison de notre départ sans qu'elle ait eu à tout m'expliquer. J'ai d'ailleurs grandi sans penser constamment au passé. Je vivais sans crainte, j'avais jamais peur de ce qui pouvait arriver. J'avais confiance en ma maman et elle me faisait me sentir en sécurité. Je suis contente que ma mère ait pris la décision de partir avec moi. Notre départ a été le plus beau jour de ma vie. À ce moment-là, je savais que je ne subirais plus les tortures affligées par mon père qui m'ont tant fait souffrir. Toutes ces années où nous vivions ensemble, ma mère et moi, j'ai été le plus heureuse. Pour moi, la justice qui a traité cette affaire il y a 11 ans n'a pas effectué son travail, n'a pas été juste.
J'aurais voulu être crue, tout comme ma maman qui m'a crue quand je lui ai révélé les crimes commis par mon père. Je suis triste qu'elle ait dû se battre comme cela, qu'elle ait dû me protéger par ses seuls propres moyens pour que je sois en sécurité, à cause du fait que la justice française n'a pas été capable d'appliquer une vraie justice. Que l'on accuse ma mère de menteuse est incompréhensible pour moi. C'est moi qui lui ai parlé des horreurs commises par mon père, je me souviens de ces moments. Je sais que tout ce que j'ai dit il y a 11 ans est véridique, et je me vois encore en train de parler des maltraitances. Et c'est elle qui a eu la juste responsabilité de porter plainte, car c'est ce que n'importe quel parent qui veut le bien de son enfant aurait fait si son enfant lui confie des maltraitances subies pareilles. Je ne comprends pas pourquoi la justice décide de fermer les yeux sur ça, en considérant que ma mère a commis un crime dans le but de me protéger avant tout, alors que les crimes de mon père sont bien plus graves. Alors, Camille a décidé de rédiger cette lettre avant le procès en appel de sa maman. Elle a lu cette lettre et la vidéo a été diffusée pendant l'audience. Au moment où elle écrit cette lettre, elle espère vraiment qu'elle sera enfin entendue par la justice. Apparemment, ça a été un petit peu le cas puisque, il faut le rappeler, sa mère a été relaxée pour les faits de dénonciation mensongère et calomnieuse, c'est-à-dire qu'on considère qu'on ne sait pas si les faits ont eu lieu ou non. Alain C. sent bien que le vent est en train de tourner. Des gens sont venus au tribunal soutenir la maman kidnappeuse décrite par lui comme folle et perverse depuis 11 ans. Il a bien vu que les gens étaient mobilisés. Il y a des femmes et quelques hommes aussi qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux. Derrière le mot d'ordre « j'aurais fait comme elle », il y a d'autres mamans qui disent « j'aurais dû faire comme elle » ou « j'ai fait comme elle ». Gladys, cette maman, nous explique pourquoi c'est important de médiatiser ces affaires-là, malgré les risques, parce que effectivement, la justice déteste ça. J'arrive à mes points clés, il y en a 3. C'est d'abord l'opinion publique. Alors, on voit que sur l'affaire de Priscilla, il y a quand même une réaction de l'opinion publique qui a tendance, a priori, à croire ce que dit Priscilla et donc ce que dit Camille. Toi, tu fais partie de ces rares mamans qui ont quand même eu le courage et pris la décision de médiatiser ce qui se passe, de médiatiser ta procédure et tes difficultés par rapport à la justice. Qu'est-ce que tu peux dire de ce qui est en train de se passer là et de ta position par rapport à cette médiatisation ? Alors, c'est vrai que moi, je suis pour la médiatisation et que j'incite les personnes à parler, hein, parce qu'elles se sont tues pendant bien trop longtemps. Et justement, c'est grâce à certaines visibilités de mon témoignage que j'ai récupéré les témoignages d'autres personnes victimes comme moi qui se pensaient être seules, un cas isolé et qui se sont rendus compte que malheureusement, ça arrivait à plein de personnes. Donc, il faut savoir qu'en effet, nous sommes menacés de médiatiser parce que les avocats et les magistrats nous disent qu'ils n'aiment pas ça mais il n'y a aucune loi qui le dit. Hein. Je rappelle quand même qu'on est en démocratie et qu'on a une liberté d'expression, mais on nous menace. On m'a menacé, la juge d'instruction m'a menacé de retourner en prison si je médiatisais. Alors oui, il y a des répercussions, mais sincèrement, je constate que depuis le nombre d'années que ça existe, le nombre de témoignages que j'ai récoltés de mamans qui sont complètement désenfantées depuis des années, qui n'arrivent pas à récupérer leurs enfants, mais qui des fois n'ont même plus de contact avec, n'ont pas médiatisé et elles sont séparées quand même de leurs enfants. Et elles sont accusées au même titre que moi. Donc non, je pense que c'est très important. Et pourquoi ça l'est? Moi, ça m'a permis justement, et je parle également pour Priscilla parce que je suis en contact avec elle et elle est d'accord avec moi sur le fait que d'un côté, la justice n'a pas cru notre enfant, mais le fait que l'opinion croit notre enfant, déjà nous, on a gagné. Parce que pour l'enfant, c'est important. C'est une victoire, ouais, clé. Exactement. Et du fait de la médiatisation, comme Priscilla, quand j'étais en prison, j'ai reçu énormément de témoignages de courriers de soutien.
Et je trouve que c'est très important parce que le combat est dur, parce qu'on a une pression énorme qui se pose sur nos épaules et tout le monde n'est pas soutenu par sa famille ou son entourage. Et le fait de médiatiser et d'avoir des gens inconnus, mais des centaines, peut-être des milliers de commentaires ou de soutien, ça donne une force énorme pour continuer d'aller en justice et de défendre notre enfant. Donc toi, tu encourages les mamans, si possible, à parler de ce qui leur arrive. Et moi, j'encourage tout le monde à aller soutenir ces mamans-là dans les tribunaux aussi, pour aller voir comment ça se passe. Exactement. Ça nous amène à un autre point clé, en fait, qui est assez fort, dans cette histoire-là. C'est la lourdeur de la peine, qui a été c'est la lourdeur de la peine de Priscilla. Donc on parle de 2 ans et 9 mois de prison pour soustraction et non-représentation d'enfants. C'est pratiquement la peine maximale, hein, qui est de 3 ans. Qu'est-ce que tu en dis de ça, quand on voit effectivement à côté, souvent, une grande clémence, pour les pédocriminels? Les condamnations pour les mamans qui font des non-représentations d'enfants est exceptionnelle parce qu'en jugement de première instance, quand on voit que Priscilla avait pris 5 ans ou que moi j'ai pris 24 mois en sursis et qu'en appel Priscilla se prend 33 mois alors que la peine maximale est de 36 mois, qu'elle n'a pas… Il y a la question du casier vierge et tout, ouais. Voilà, exactement. Parce qu'en plus, Priscilla et moi-même avons fait de la prison préventive avant d'être condamnés, comme des terroristes, hein, parce que en quoi nous sommes dangereux pour la société? Pourquoi devons-nous nous mettre en prison? Ensuite, on sent, tu as raison, qu'il y a un traitement de faveur, hein, pour les mamans, quand même. ah oui, vraiment, la peine est lourde. On veut vraiment nous donner une leçon, donner un exemple, nous faire taire et nous punir. Une petite aparté justement avec ce qui a été dit justement sur TPMP avec Cyril Hanouna et Karl Zéro, où ils ont parlé des prisons pour les pédocriminels. Parce qu'il faut savoir que leur prison, ça existe depuis des années, hein. Aujourd'hui, TPMP l'a mis en lumière, mais ce sont des prisons qui existent depuis des années. Il faut savoir que ces pédocriminels récidivistes sont en colonie de vacances parce que nous, Priscilla ou moi-même, qui avons été en prison, on n'a pas du tout ce traitement de faveur, hein. Nous sommes enfermés dans une cellule 22 heures sur 24. On est totalement déshumanisé. Je ne sais pas ce que vit précisément Priscilla, mais nous avons des fouilles à nu, nous sommes enfermés, nous sommes surpeuplés, donc nous ne sommes pas seuls dans la cellule. Enfin, je suis folle d'avoir été en prison et de savoir Priscilla en prison quand on sait les traitements de faveur qu'il y a pour des criminels, des vrais criminels. Et en plus, la préventive, tout le monde le sait en France, c'est là que c'est le plus surchargé. C'est là qu'on essaye de mettre les gens que quand il y a vraiment une urgence. Donc, on sent bien, effectivement, à mettre les mamans en préventif pendant des mois, il s'agit de travailler la viande, hein, comme on peut dire clairement les choses, pour bien les enfoncer dans la suite des procédures, quoi, hein, et qu'elles soient dépourvues de moyens de se défendre aussi. Exactement. Et je confirme ce que tu dis parce que j'ai moi-même été menacée, ça a été du chantage par le juge d'instruction, que je pouvais sortir de prison si je ramenais mon enfant. Donc, où est la recherche de la vérité là-dedans, hein? Voilà. Et en plus, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que même notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, demande des aménagements pour les primo-délinquants et encore plus les femmes, puisque les prisons sont surpeuplées. Et il faut savoir que quand on parle de surpeuplé, c'est jusqu'à 120%. Et ça, c'est le CGLPL qui le dit, le Comité général des libertés des peines. Donc, je ne comprends pas ce que Priscilla fait encore en prison. Quand on voit que Priscilla a pris la peine presque maximale, alors qu'on sait que tous les pédocriminels récidivistes ne vont même pas en prison, moi j'invite le peuple à aller dans les tribunaux voir ce qui se passe et à se mobiliser pour soutenir cette maman, ça c'est sûr. Bon, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a quand même quelques pédocriminels qui finissent en prison, mais il faut vraiment qu'ils y soient allés fort quand même, hein, parce que voilà, on est d'accord, hein, ce sont des récidivistes et puis la peine n'est pas de 33 mois. Hein. Non, parce qu'en général, si ils n'avouent pas
c'est parole contre parole, et donc ils sont acquittés en général, C'est c'est ça. ce qui se passe, quoi. Alors, j'ai une question aussi parce que bon, on reproche à Priscilla finalement d'être partie. Toi, tu as fait 6 mois de prison parce que tu es partie. Il y a beaucoup de mamans qui sont parties, qui se sont fait avoir, d'autres qui l'ont pas fait, qui se sont retrouvées privées de leur enfant. J'ai une question, moi. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on ne fuit pas la justice? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une maman comme toi au moment où elle décide de le faire? Alors, en premier, je vais te répondre à pourquoi on part. Pourquoi on part? Tout simplement, on part, c'est la dernière solution en cas d'extrême danger, parce que d'abord, on prend la justice, donc on fait toutes les démarches et les recours internes. Comme Priscilla, je suis allée porter plainte, j'ai essayé d'apporter la preuve des révélations de ma fille. Le problème, c'est que déjà quand on porte plainte, nous ne sommes pas prises au sérieux par les gendarmes. Donc, le combat déjà s'annonce hard. Ensuite, les magistrats qui ne nous prennent pas au sérieux nous font passer pour ce qu'on n'est pas, pour folle, pour menteuse. En fait, voilà. Donc, on a une difficulté face aux gendarmes, on a une difficulté face aux magistrats. J'ai eu la même difficulté face aux avocats pour trouver un avocat qui consente bien défendre la parole de mon enfant, parce que c'est très difficile à trouver. Ils ne sont pas intéressés, ils ne prennent pas l'aide juridictionnelle, ou alors ils ne viennent pas en audience, ou ils nous donnent pas de réponse à nos appels téléphoniques ou à nos mails. Ensuite, la protection de l'enfance. Autre souci quand on a affaire à eux, on se rend compte qu'ils ne se préoccupent pas de l'intérêt de l'enfant et qu'ils ne cherchent pas la vérité. Donc, quand une maman pense à partir, c'est que déjà, elle a passé toutes ces étapes et que là, elle se sent complètement impuissante pour protéger son enfant. Et là, du coup, on est dans une peur. Et c'est cette peur qui devient notre moteur et qui nous donne l'énergie d'agir. Donc, en fait, on ne réfléchit pas. On est en panique. Et comme on se sent en danger, on sent notre enfant en danger, ou moi, je me suis également sentie en danger parce que j'étais menacée de mort, et ben voilà. C'est quoi la citation qui dit que on l'a fait parce qu'on ne savait pas que c'était impossible? Priscilla, elle explique bien que c'est quand elle s'est retrouvée, elle, en garde à vue, et qu'on lui a expliqué que sa plainte était classée, que là, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle protège sa fille et qu'elle n'avait pas d'autre solution, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que on a une alerte, une intuition, un signe qui nous fait sentir que, et pour répondre justement à ta deuxième question, qui nous fait sentir ce qui arrive, parce que si on ne part pas, qu'est-ce qui se passe? Mais quoi qu'il en soit, dans tous les dossiers, c'est pareil. Une maman qui va porter plainte pour inceste, il y a tout un protocole, un entonnoir, et ça se termine, on vient lui arracher, lui enlever l'enfant. Quoi qu'il en soit, on est séparé d'une manière brutale de l'enfant. J'ai beaucoup de mamans qui sont condamnées à voir leur enfant 1 heure en point rencontre, en visite médiatisée, tous les mois, quand le point rencontre veut bien. Parce que, alors que des personnes qui sont incriminées et incarcérées ont plus de visites au parloir pour voir leurs enfants. Il y a même des cellules familiales qui peuvent voir leurs femmes dans un appartement avec Myriam Badawi qui a assumé les viols de ses propres enfants et d'autres enfants, eh bien, avec l'argent du contribuable, on lui a payé des visites avec ses enfants qu'elle avait violés et qui ont été reconnus victimes pendant des années. La maman qui crie alerte, il y a danger pour mon enfant, on l'empêche de voir où est l'intérêt de l'enfant. Vraiment. C'est la grande absente, en fait, on dirait, dans ces procédures, c'est la question de l'intérêt de l'enfant. C'est un truc, on ne se pose jamais la question. À part sous l'angle, l'enfant a besoin de son père. C'est la seule fois où on aborde l'intérêt de l'enfant dans ces dossiers-là. Oui, en fait, on parle vraiment des droits de monsieur.
On ne dit pas que l'enfant a besoin de son père, on parle vraiment des droits de monsieur. Mais il faut savoir que, comme tu le sais, on en a parlé tout à l'heure, il y a quand même eu un rapport en 2003 qui a été fait auprès de l'ONU qui expliquait justement que les allégations de sévices sexuels dénoncées par des mamans protectrices en France s'avéraient véridiques et que l'ONU, déjà à l'époque, incitait le gouvernement à se renseigner et à changer les décisions prises qui allaient à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. Eh ben, je te remercie, Gladys. Merci beaucoup de ton écoute, Céline. Alors, nous sommes en 2023 et il est vraiment temps que cette justice, d'abord favorable aux agresseurs, change de braquet. Il est temps que les pouvoirs publics s'interrogent sur le traitement judiciaire des violences sexuelles en général et contre les enfants en particulier. Nous avons besoin de l'opinion publique. Sans elle, la loi pédophile de Marlène Schiappa sur le viol de mineurs avec consentement n'aurait pas été modifiée. Sans elle, Priscilla Majani aurait certainement été condamnée à une peine plus lourde. Tous les jours, dans les tribunaux, il y a des mamans condamnées pour avoir tenté de protéger leur enfant. Que fait le gouvernement ? Il a commencé par mettre à terre en 2020 le Conseil national de la protection de l'enfance qui était placé sous l'autorité du Premier ministre et qui était censé proposer au gouvernement les orientations nationales de la protection de l'enfance. Sauf que les avis qui ont été rendus par ce Conseil national n'ont pas plu au gouvernement qui a donc décidé de le remplacer par une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles sur les mineurs qui s'appelle la Ciivise, qui a été mise en place et dont on a entendu parler puisque ces analyses ont été très médiatisées. Sauf que les avis de la Ciivise ne sont que consultatifs, donc ils n'ont en fait aucune utilité. Ce qu'on est bien obligé de constater, nous, de notre côté, c'est que depuis le procès en appel du réseau pédocriminel d'Outreau, donc c'était en 2007, depuis ce procès en appel-là, on observe une baisse drastique du nombre de condamnations pour viol sur mineurs et pour pédocriminalité en général. C'était Le Monde qui avait pointé cela il y a 3-4 ans, il me semble. Le procès d'Outreau, c'était quoi ? C'était une trentaine d'enfants et une trentaine d'adultes cités dans un dossier de pédocriminalité, avec au final 12 enfants reconnus victimes, seulement 4 adultes condamnés, et beaucoup d'agitation médiatique de la part notamment d'un des avocats de la défense qui s'appelait Dupond-Moretti, qui est aujourd'hui notre ministre de la Justice, qui n'ont pas cessé, avec l'aide de certains experts comme Paul Bensoussan dont on a parlé tout à l'heure, de dire que les enfants étaient des menteurs en fait et qu'il fallait pas prendre leurs paroles en compte. Voilà où on en est maintenant. Une étude réalisée en 2019 par Muriel Salmona, qui est psychologue spécialisée dans la mémoire traumatique liée aux violences sexuelles, a montré que seulement 8% des victimes ont trouvé de l'aide et moins d'1 sur 10 portent plainte. Et on le comprend quand on sait quel est le parcours du combattant qu'il faut mener durant des années pour tenter d'obtenir justice, et ça, généralement en vain. Pour terminer, j'appelle vraiment l'opinion publique à regarder de plus près ce qu'il se passe dans les tribunaux pour constater comment la parole des enfants est prise en compte par la justice.